Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur notre programme La Belle Matinale. On est là pour vous ce matin, pour vous donner beaucoup de bonheur. C'est notre journée culture, vraiment culturelle. On est là avec Mimi et Sabrina. On est là pour vous apporter beaucoup de bien. Donc bonjour la famille. Bonjour Stéphane, bonjour chers téléspectateurs. Oui, Stéphane, il joue le DJ de ces derniers temps. Ben, c'est très bien, il prend vraiment son rôle d'homme de la maison au sérieux. Là, allez, il lance la matinale, il vous dit bonjour, je suis comme ça chez vous. Bah, écoutez, on est 7 heures et c'est l'heure comme ça de votre matinale. Comme chaque matin, depuis le début de la semaine, on est avec vous. Tous les matins, Stéphane, on vous apporte la bonne humeur. Nos programmes, vous les connaissez déjà, c'est un quotidien, c'est déjà dans vos habitudes. On a un autre, le saviez-vous, on vous présente comme ça une date, quelqu'un que vous connaissez ou peut-être pas. On a nos informations en anglais, en français, on a nos astuces avec Mireille ou avec moi ou avec Stéphane. On a tout, on est venu armé. Voilà. Nous sommes venus armés et puis on va commencer à déposer les bombes. Il se dit, ah non Sabrina, tu parles trop. Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina, bonjour la Stéphio et bonjour à tous ceux qui nous regardent pour cette journée culture. Oui, c'est une journée spéciale. Nous sommes le 25 mai. Je suis sûre que beaucoup ne savent pas, mais c'est la journée mondiale de l'Afrique. Voilà, on va vous faire découvrir cette journée, l'historique de cette journée, quand est-ce qu'elle a été instituée, d'où part cette journée. On va en parler tout au long de cette matinale. Voilà, de toute façon, nous, on fête l'Afrique tous les jours sur la belle télévision, la télévision panafricaine internationale. C'est la fête ici, hein. On célèbre l'Afrique, on met l'Afrique en valeur tous les jours sur cette télé. Bah, c'est encore une autre occasion ce matin de célébrer l'Afrique et de parler de l'Afrique avec toute sa splendeur, toutes ses belles choses, sa culture. Toute son importance. Voilà. Toute sa beauté. On n'a pas qu'un seul proverbe ce matin, on en a 3, oui, proverbes africains qu'on va vous partager et essayer d'en discuter avec vous et vous pouvez également les interpréter. Envoyez-nous aussi vos interprétations sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook, Instagram, voilà, il y a un proverbe de Kwame Nkrumah qui est là. Mireille, on va le lire. Oui, bien sûr. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Ah ouais. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Kwame Nkrumah. Voilà. Ouais, tout est dit. Ça, c'est un discours que je connais parfaitement. Hein. Ouais. Prononcé en 1962. Hein, oui, c'est tiré d'un de ses discours. Discours en 62, oui. Justement, avec Haïlé Sélassié, quand il s'était pris pour organiser les Nations Unies. Je connais bien ce discours. Voilà. Donc voilà, c'est dit quoi. On n'a même pas besoin d'interpréter l'Afrique en nous vraiment. Oui, c'est juste, ça a l'air peut-être complexe, mais non, c'est pas trop philosophique. C'est juste des paroles d'amour. C'est pour montrer à quel point il aime l'Afrique, qu'il respire l'Afrique et voilà, il est prêt à se battre pour l'Afrique parce que l'Afrique aussi, il y a eu des gens qui l'ont précédé, qui se sont battus pour qu'il vienne là. Donc c'est ça, tout simplement. C'est un joli message d'amour. On va parler de ces grands hommes, notamment Kwame Nkrumah. C'était un extrait de son discours qu'on a remis sous forme de proverbe, mais on va parler de lui, on va parler de bien d'autres. Voilà un autre également, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Arrachez votre patrimoine culturel. Voilà, ça c'est Cheikh Anta Diop qui le dit, hein. Éduquez-vous, c'est une arme, la vérité triomphe, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Ouais, vraiment le savoir. Nous, en général, les Noirs, les Africains ont tendance à en faire davantage, à en faire plus que les autres parce qu'on a toujours cette impression qu'on doute de nous. Donc, il le dit encore dans ce proverbe. Qu'il faut vraiment s'armer de science jusqu'aux dents. Oui, bien sûr. Avoir une connaissance, une grande connaissance de tout, d'abord même de son pays, de son continent voilà, africain. Surtout ça. Oui, il dit tout simplement que le savoir est une arme. Ouais. Et puis lui, le combat de Cheikh Anta Diop, c'était du fait que les Africains combattaient juste, leur savoir était juste basé sur la philosophie, l'histoire, mais il n'y avait pas trop, la science n'était pas trop le dada des Africains. Et lui, comme ça, il a apporté sa touche scientifique parce que en tant qu'égyptologue, anthropologue, c'est vraiment une science, c'est vraiment la science parce que l'histoire est une science. Parce qu'on fait recours à pas mal de documentation, pas mal de recherches
Voilà, donc voilà, c'est vraiment une science, quoi. Et big up à Cheikh Anta Diop. Sans oublier qu'une salle de la Belle Télévision porte son nom. Oui, il fallait même qu'on fasse visiter aux téléspectateurs un Oui, peu effectivement, nos bâtiments avec ces noms, ces grands hommes et ces grandes femmes, ces femmes vraiment qui ont fait aussi l'histoire de l'Afrique et ces hommes un peu partout, oui, dans le bâtiment de la télévision panafricaine, voilà, le complexe Nelson Mandela. Il y a des noms comme ça un peu partout, des Africains qui ont fait l'histoire de l'Afrique. Oui. Bah, la prochaine fois, on réserve ça pour la prochaine fois. D'accord. Allez, on poursuit avec l'horoscope. Oui, il y en a qui l'attendent déjà. Sabrina, il y a pas trop, il y en a qu'à nous mettre l'horoscope. Bah oui, je vous laisse avec l'horoscope du jour ce matin. Bélier, dans vos négociations, vous pouvez enfin passer à la vitesse supérieure. La plupart de vos plans ayant de bonnes chances d'aboutir, foncez. Taureau, il y a de l'ambiance chez vous. Vous n'arrivez pas à vous séparer de votre moitié, même si votre moitié vous embarque dans une randonnée périlleuse. Gémeaux, vous avez le vent en poupe aujourd'hui. Les astres vous ouvrent toutes les portes côté cœur. On envie même votre succès, profitez-en, vénard. Cancer, un beau sourire ne quitte pas vos lèvres aujourd'hui. La sérénité que vous ressentez devrait vous mettre sur les beaux rails au point de vue affectif. Lion, peu vous importe le rendement. Au travail, vous n'êtes pas la plus forte dans la bagarre. Vous vous laissez aller au gré du courant. Vierge, côté cœur, de belles surprises vous attendent. Ne baissez pas les bras. La patience doit être votre leitmotiv. Balance, des marques de soutien vous parviennent. Forte de ce succès, vous ressentez la formidable sensation d'être en parfait accord avec vous-même. Scorpion, vous êtes très doué pour faire passer vos messages. En privé comme au travail, vous êtes prêt à tout pour sortir du lot et marquer les esprits. Sagittaire, il souffle un vent de légèreté sur vos amours. Ouf, célibataire, vous en profitez. En couple, vous ne vous encombrez plus de mesquinerie. Capricorne, vous ne cessez de discuter à tort et à travers, et tant pis si c'est parfois pour ne rien dire. Ne perdez pas le crédit que l'on vous accorde. Verseau, célibataire, vous croisez la route d'une même âme sœur avec laquelle vous décelez une forte attirance. En duo, vous conservez jusqu'au petit matin. Poisson, votre téléphone et votre messagerie fonctionnent à plein régime. L'amour vous comble alors. Vous voulez en faire profiter la terre entière. Les prédilections astrales, j'y arrive, ma langue a fourché. Astral, le message des âges, j'espère que vous avez apprécié un peu au volant comme ça, en train de gronder l'enfant. Reste tranquille. J'imagine souvent les papas dans les voitures. Reste tranquille. Laisse la ceinture là. Reste tranquille, oui. J'écoute l'horoscope là. Tais-toi. J'espère que c'est surtout ça, oui. Allez, on vous taquine comme ça. J'espère que vous l'avez écouté, qui vous a fait du bien, qui vous a apporté des bonnes nouvelles. Mais comme je laisse Mireille le dire. Quelles que soient les prédictions astrales, colorez votre journée, c'est-à-dire mettez la couleur qui vous plaît. Voilà, allez prendre la gouache et commencer déjà à peindre. Non, mais nous sommes déjà colorés. Nous, nos couleurs sont les couleurs de l'Afrique. Okay. Nous sommes le 25 mai, on va vous le rappeler, on va vous en parler tout au long de cette matinale pendant 2 heures. On va parler de l'Afrique, des belles choses qui entourent l'Afrique, ce continent vaste, vraiment un continent splendide, magnifique. On va essayer comme ça, on ne pourra pas tout dire évidemment en 2 heures, c'est tellement vaste, c'est tellement énorme ce continent, il y a tellement de bonnes choses qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas tout dire en 2 heures. C'est clair. Une vie ne suffit pas. On va faire de notre mieux comme ça pour vous donner toutes ces belles choses, vous faire savoir, vous faire connaître, vous faire découvrir ces gens, ces endroits que regorge l'Afrique et ces personnages emblématiques. Exactement. On poursuit avec la musique. Oui, pour célébrer l'Afrique, on va aller avec des belles mélodies. Donc, let's go pour la musique. Watibé. Noir et fier. Africain. Ouais, africain, un groupe Watibé, c'est section d'assaut, c'est ça, sur le label Watibé, un label indépendant qui a mis en œuvre des artistes comme Maître Gims, comment il s'appelle, l'autre là.
Ils sont nombreux dans ils ce sont nombreux, dans ce Maître collectif, Gims, ouais. celui qui chante là déjà avec l'autre là, le Guinéen et beaucoup voilà. Guinéen. M quelque chose. Ouais, Black M, M. mais voilà quoi, ouais. Ouh là là. C'est la nouvelle génération de On n'a rap. pas pris du sucre ce matin. Non, même pas, c'est la nouvelle génération de rap. Tu sais, moi j'écoutais, moi c'était plus Secteur A, Ministère Amer, un peu les années 80-90 que j'écoutais. Bon, maintenant après, ce que les nouveaux font c'est bien, mais Oui. voilà quoi. Non, c'est juste la nostalgie voilà, en fait. oui, et puis après reprendre les mécanismes aussitôt comme ça, c'est pas facile souvent. Mireille, il y a une phrase dans cette chanson qui t'a interpellée quand ils disent africain, fier de l'être. Déjà, enfin, un mot, le mot déjà africain. Oui. C'est vraiment, c'est le mot central, le mot phare qui captive d'abord, dans la chanson et par rapport à notre célébration du jour, c'est vraiment ça. Bah justement, tu sais, je suis déjà en train de penser au live de Stéphane, là, parce que depuis un moment, là, il nous met de ses lives. Donc j'attends le moment jazz, du live, là. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de live. Ah bon? Ah bon? Ouais, il n'y a pas de live parce que voilà. Je ne savais pas quoi. qu'elle a un live. Ouais, parce que le temps de caler tout ça, ça a été un peu chaud, mais bon, voilà, quoi, il n'y a pas de live aujourd'hui pour la petite La prochaine histoire. fois, quand ce sera froid, on pourra le faire. Pour amener de la chaleur. Et Stéphane, on célèbre l'Afrique ce matin, mais également ses pères de la nation, ces grands hommes, ces personnages emblématiques qui continuent toujours de faire parler d'eux au quotidien. On en parle et on en parle. Alors, on les présente ce matin et... Ouais, on présente, oui, pour les pères de la nation, de l'Afrique. C'est vrai qu'on est fiers pour certains, pour d'autres non. Pour nos petits frères aussi qui ne connaissent pas, qui est Kwame Nkrumah, qui est Cheikh Anta Diop, oui, bien sûr, c'est très important. Sankara, qui est Patrice Lumumba. Tous ceux qui ont fait l'Afrique, quel que soit le domaine. Oui, tous ceux qui ont apporté à l'émancipation, au développement de l'Afrique. Et puis voilà, quoi. Et puis après, nous sommes là pour continuer le chemin. Donc, c'est très important de refaire un back to the days, comme on dit. Voilà, on vous présente là ces hommes qui ont fait l'histoire de l'Afrique et qui continuent de faire parler d'eux, qui sont pris pour modèle. Pour exemple, on regarde. Bon, exemple modèle, oui, pour certains. C'est qui ton, pas ton préféré, mais celui qui revient tout de suite lorsqu'on te dit Afrique, le nom d'un grand homme qui revient à chaque fois. Comme dit Afrique, franchement, il y en a tellement. Si je commence ça, je vais pas terminer. Mais comme il faut choisir, il y en a. Je veux prendre, juste pour parler, après on va discuter, on va prendre, en ce qui concerne mon domaine, l'art, la culture, forcément c'est Fela Nicolas Popoutine. Oh là là, je savais qu'il allait dire Fela Kuti. Je savais qu'il allait dire Fela Kuti, c'est pas vrai. C'est le real black president, c'est le vrai président d'Afrique. C'est lui normalement qui devait diriger l'Afrique. À deux doigts. C'est lui en fait, mais malheureusement les autres se sont pas faits comme. En fait, en général, tu dis ça pour tous les grands hommes africains, Stéphane. Non. Cette phrase. Non. Il fait peut-être pas partie de ce classement, mais il fait partie de ce classement. Après, bien, c'est sûr. Oui, c'est même pas Fela que j'ai choisi comme mon coup de cœur aujourd'hui. J'ai choisi un coup de cœur que je veux parler par rapport à ce que l'Afrique doit être et par rapport au défi qui s'est lancé par rapport à la colonisation. Et je veux parler de lui un peu. Voilà. Allez, on regarde. Indépendance, les héros en Afrique sont nombreux, à l'instar de ceux que l'on peut considérer comme étant les pères de leur nation. Ces personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique par leur charisme. Ruben Oumniobé, héros de l'indépendance africaine et du Cameroun particulièrement. Un personnage qui reste dans la mémoire collective des Camerounais. Lui, il a dit non au général de Gaulle. Sékou Touré a redonné la fierté au peuple guinéen. Un héros de l'indépendance qui reste dans les esprits, Robert Mugabe ou le vieux Bob, a longtemps marqué l'histoire du Zimbabwe dont il a donné le nom actuel. Jomo Kenyatta, le musée, est le héros de l'indépendance du Kenya. Connu pour ses phrases légendaires. Comment ne pas parler du héros de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, le chantre de l'indépendance. Lui a marqué l'histoire, mais tout un continent. Nelson Mandela est la figure de lutte anti-apartheid, héros également des indépendances africaines. Gamal Abdel Nasser, le Raïs, connu pour avoir nationalisé le canal de Suez. Celui qui a proclamé haut et fort les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah, héros de l'indépendance ghanéenne. Patrice Ferry Lumumba a grandement marqué l'histoire du Congo-Kinshasa. Il fut une figure des indépendances sur le continent. Thomas Sankara
alias Tom Sank, le révolutionnaire, le chef de l'Afrique, est à la base du changement de mentalité au Burkina Faso, pays dont il a donné le nom. Malheureusement, le chef a été une étoile filante pour le continent. Quelques grands hommes comme ça, comme on partageait avec vous ce matin, on a vu Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Bien sûr, on a vu Patrice Emery Lumumba, je dirais quoi, c'était le premier ministre du Congo belge à l'époque, comme on disait, qui est venu avec des aspirations de révolutionnaire pour vraiment donner son indépendance, lutter pour son indépendance. Je me rappelle de son discours, en juin 1960, devant le roi belge, le prince, voilà, parce que le prince belge qui était vraiment révolutionnaire, quoi. Ça l'a coûté la vie, mais bon, on y croit, on est là. Et moi, particulièrement, j'ai un penchant, comme on venait de voir, pour Ahmed Sékou Touré. Oui, Ahmed Sékou Touré, pour moi, c'était... c'est vraiment c'est vraiment le radicaliste de son époque, parce que lui, il prend le pouvoir en 58 déjà, précisément le 2 octobre 58, où devant le général de Gaulle, où il dit, je cite, « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage ». Et ça, à cette époque, il fallait le faire. Donc, franchement, c'est devenu une phrase culte d'ailleurs, qui est même franchement, qui a été repris c'est vraiment lui pour qui j'ai un coup de cœur, parce que et après il a porté l'idée de tous les Africains pouvaient venir dans son pays comme ça sans visa, sans passeport, voilà. Oui. Donc tous ceux qui avaient des problèmes politiques à cette époque pouvaient arriver. Je pense justement, on a parlé de Oumniobé, de Félix Oumi et sa femme qui sont allés en Égypte, après ils sont en Guinée pour s'exiler. Myriam Makeba, il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà, pour Ahmed Sékou Touré, qui était vraiment un anticolonialiste. Voilà. Mireille, il y a un coup de cœur? Oui, pas forcément dans ce classement. Mais bon, déjà dans ce classement, il y a Thomas Sankara, quand même, qui, par ses discours révolutionnaires, a touché plusieurs domaines dans la culture. Avec le Faso d'Anfani, ça, il fallait le faire, parce que c'était aussi ça, l'identité Sankara africaine. Voilà, comme on l'appelait. L'identité africaine comme ça, qu'on soit quand même... bien représenter l'Afrique, même avec nos matières textiles. Et puis il y a d'autres coups de cœur comme Steve Bantou Biko, que j'aime beaucoup, par rapport à son combat en Afrique du Sud. Mais d'ailleurs, tu nous en parles. Oui, mais on va suivre ensemble cet élément et après on en parle. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. I personally would like to see less groups. I'd like to see groups like ANC, PAC. Stephen Bantou Biko restera un symbole et l'un des héros les plus incontestés de la lutte contre les régimes pro-apartheid au pouvoir en Afrique du Sud jusqu'en 1994. Né le 18 décembre 1946 et ayant réalisé des études en médecine, il est cofondateur de South African Student Organization en 1868, précurseur en milieu sud-africain du mouvement pour la conscience noire et cofondateur de la Black People's Convention en 1972. Les buts poursuivis par Biko à travers toutes ces associations ont été d'une part de dénoncer l'injustice et l'ignominie du régime raciste sud-africain et d'autre part de libérer les victimes de l'apartheid de tout complexe d'infériorité physique et mentale en leur incitant à lutter continuellement pour retrouver leur dignité. Stephen Bantou Biko sera arrêté à plusieurs reprises entre 1973 et 1977. La dernière arrestation lui sera fatidique puisqu'il sera torturé et assassiné le 12 septembre. The man is dead. The man is dead. Stephen Bantou Biko reste à ce jour, comme Nelson Mandela, la personnalité la plus représentative de la lutte anti-apartheid de l'Afrique du Sud. Political freedom, which does not touch on the distribution of proper distribution of wealth, will be meaningless. The whites have locked up
within a small minority of themselves, the greater proportion of the country's wealth. Voilà, c'était donc là la petite histoire comme ça de Steven Bantou Biko, que nous tenions à partager avec tout ce que nous regarde pour que l'Afrique se souvienne de ce grand homme. C'est vrai qu'il était jeune, mais c'est un grand homme qui a beaucoup lutté et qui est effectivement l'une des figures emblématiques de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Alors, Stéphane, lorsque je fais le point comme ça... Ouais, Black Power, direct. Ça veut dire le pouvoir appartient au peuple. C'est ça la vraie signification. C'est vraiment ça. Ouais, c'est la lutte, voilà, c'est ce que ça signifie. Et le pouvoir appartient vraiment au peuple, donc c'était ça. Et après, je disais tout à l'heure que moi, mon coup de cœur, normalement, c'est Fela Kuti. Ça va toujours l'être. Oui, on le sait. Je crois que les téléspectateurs aussi le savent. Il faut savoir, c'était lui le vrai président. C'est lui qui devait diriger l'Afrique. C'est lui qui avait des bonnes idées pour l'Afrique. C'est lui qui avait la vision pour le développement de l'Afrique. Il avait la notion de la liberté. La liberté est une valeur. La liberté, c'est ce qui transforme les choses à l'échelle internationale. Il a joué également un grand rôle. Il a marqué son temps. Il a fait parler de lui. Il marque toujours son temps. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi après je dis marque son temps. On évolue. Tu as quelqu'un également à nous présenter ? Oui, verbalement, parce que, voilà, verbalement, je pensais que, parce que l'Afrique, c'est vrai qu'il y a eu des leaders, des hommes qui ont apporté, qui sont battus pour l'indépendance, c'est l'histoire des révolutionnaires, mais il y a aussi des grands musiciens qui ont existé, comme OK Jazz de Franco, justement, qui a fait danser l'Afrique, hein. Il y a Angélique Kidjo qui a fait danser l'Afrique, il y a Wangari Maathai qui continue à faire danser l'Afrique. Il y a Wangari Maathai dont on a parlé, qui était qui parlait de l'environnement. Il y a Ken Saro-Wiwa. Il y a beaucoup de diverses opinions et diverses énergies comme ça qui ont apporté différemment leur pierre à l'édifice pour la construction de l'Afrique. Voilà, je pense à beaucoup. Mais aussi, il y a eu aussi des mauvais de la classe, hein, des exemples. Ouais, ça Ahmed Sékou Touré, quand je venais à peine de parler, justement, qui était vraiment pour moi, qui était le symbole de l'Afrique radicale. C'était un bon élève, parce que tu avais dit... Non, lui c'est un très bon élève. Voilà. Lui, le problème c'est qu'on a voulu... tu sais, c'est comme ça, à une certaine époque, lorsque tu ne marchais pas, tu ne partageais pas la même vision que la France à cette époque. On te prenait pour celui qui était radical, le méchant, le mauvais. On te donnait la mauvaise étiquette. Et ouais, très bien, celui qui n'avait rien compris. Parce qu'après, justement, les Français, après ce discours-là, les Français ont mis la fausse monnaie, ont passé la fausse monnaie dans son pays, le franc guinéen. Donc ça a baissé l'économie de son pays de cette époque. Mais lui, tellement fort, un gars tellement puissant. Et lui, il ne croyait pas, il n'avait pas d'idéologie de socialisme, capitalisme, communisme. Il était plutôt africanisme. Mais seulement son africanisme, c'est une époque où le monde est divisé en deux. Et le monde est divisé en la guerre froide. Voilà, c'est l'époque de la guerre froide. Donc, il y a les États-Unis d'un autre côté et il y a la Russie. Et quand tu dis néo-capitalisme, on te dit directement que c'est communisme. Donc, voilà. Il portait les étiquettes du communisme en Afrique, ce qui n'était pas le cas en vérité. Et puis, ça l'a coûté la vie. Il meurt justement le 26 mars 1984. Justement, il meurt jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Il a lutté. Hein. Sérieusement, il a lutté. Il a toujours dit non. Il a dit non. Il a préféré être pauvre. Donc, comme il dit, hein, dans la liberté, que être riche dans l'esclavage, comme certains pays en Afrique qui ont accepté d'être riches dans l'esclavage. Lui, il a vraiment lutté, quoi. Voilà pourquoi j'ai une affection particulière pour ce petit pays qui est la Guinée, parce que c'est vraiment une terre de fierté, hein, même si c'est vrai que la pauvreté se fait vraiment ressentir là-bas, mais c'est quand même une terre où les gens se disent quand même que oui, nous on a la tête haute parce qu'on a été dirigé par des gens puissants comme Ahmed Sékou Touré. Voilà. Bon, voilà, c'était un peu nos coups de cœur. Bah, ils sont nombreux. Hein. On a sélectionné ceux-là. On ne va pas tous les présenter. J'espère que vous également, il y a des gens qui vous ont marqué. Oui, même dans la médecine. Hein. Même dans la musique, même dans la culture. La médecine, la culture, voilà quoi. On pense à Félix Moumié qui était médecin d'abord, même si après il est allé dans le maquis pour la Révolution, mais c'était un médecin. Donc dans tous les domaines, hein, dans le sport, Roger Mila, partout, chez les femmes, la voix, Césaria Evora dans son magnifique studio. Bella Bello aussi. Voilà, Bella Bello. Donc on a vraiment illustré l'Afrique dans tous les domaines, vraiment, et à de quoi être fier, quoi.
On va revenir sur cette journée du 25 mai, la journée mondiale de l'Afrique. Oui, nous célébrons l'Afrique ce matin. On commémore l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine. Ouais, excuse-moi Sabrina, il y a aussi Natural dans son underground system qui fait beaucoup pour l'Afrique. Bien sûr, qui cogne vraiment la frappe de l'édifice underground. Parce que l'Afrique, c'est aussi l'underground. Voilà pourquoi, justement, dans l'underground... L'Afrique, c'est aussi l'underground. C'est sur ces mots que nous allons regarder le journal en anglais, tout en images. Et on revient pour continuer à célébrer l'Afrique avec vous ce matin. Welcome back to this beautiful matinale. On est là et pour apporter l'ambiance, comme on célèbre l'Afrique, allons-y en musique pour les belles mélodies africaines. Oh là là, ce vidéoclip, cette chanson d'Ismaëlo me fait toujours quelque chose. Hein. J'ai l'impression que j'ai envie de pleurer, je sais pas, il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent. Stéphane, avec cette chanson d'Ismaëlo, Africa. Ouais, une très grande chanson qui parle de l'Afrique. Ismaëlo, qui est un grand chanteur qui on ne présente plus, qui nous vient, pas sénégalais africain, parce qu'il a marqué toute l'Afrique, parce que même nous en Afrique centrale, on a reçu vraiment cette belle voix, cette mélodie qui nous a bercé. Ça, je disais en off comme ça que ça fait penser à dimanche à partir de 19h quand ta petite te prépare pour le lendemain à l'école. Voilà, souvenirs d'enfance, plein de nostalgie. Ouais. Mireille, je t'ai vu avec la larme à l'œil là. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai été cette chanson, on va dire ça intériorise l'être en fait. Je suis d'accord. Et puis nous avons reçu Ismaëlo à l'inauguration de la belle télévision. On a eu comme ça l'occasion avec plusieurs collègues d'improviser comme ça une chanson. Et c'est vraiment quelqu'un de... Ça a été un beau moment. Ça a été un très beau moment. C'est quelqu'un de très sage, de très simple, de très humble. Et c'est quelqu'un qui respire l'Afrique, qui respire l'Afrique. Le grand Ismaëlo, si tu nous regardes ce matin, on t'envoie comme ça plein de coucous, on te dit bonjour, on espère que tu célèbres également cette journée du 25 mai avec nous. Oui. Tu vois, j'aime bien quand Mimi parle, quoi. Quand on fait un commentaire, c'est du genre ce grand... Oui, elle est sage, Ismaëlo. Oui. Ce truc, vraiment avec tout l'amour, toute la splendeur, vraiment. Si Georgina était là, elle allait dire « Oh, Mimi, vraiment... » Allez, ça tombe bien qu'on parle de ce grand homme parce qu'on a également un autre aussi sur ce plateau qui est là avec nous depuis quelques minutes. C'est Monsieur Mactar Sylla. J'étais en train de taquiner en off que c'est Mireille qui devait le présenter. Il est autre que le président du groupe de communication MS Consulting et le président de la chaîne panafricaine internationale Label TV qui nous a fait l'honneur ce matin de venir partager cette journée, célébrer cette journée du 25 mai, cette journée internationale de l'Afrique. Bonjour Monsieur Mactar Sylla. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de la matinale. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, tout à l'heure vous parliez de quelqu'un d'Ismaëlo, qui est mon jumeau. Ah d'accord. Ismaëlo et moi, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. C'est 37 ans d'amitié. Son dernier fils porte mon nom. Une de mes filles porte le nom de son épouse. C'est tout dire. Dis donc, ce clip, on l'a mis comme ça. Je me disais que c'était délibéré. Oui. Mais bon, effectivement, c'est un panafricain avant l'heure. Qui a toujours... D'ailleurs, on dit qu'il est sénégalais. Sa mère est nigérienne. Ismaëlo est né au Niger et son père est sénégalais, un douanier sénégalais. Papa Sambolo, qui aujourd'hui nous a quittés. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui a parcouru le continent, qui a toujours été un ambassadeur de cette culture. Parce que je pense que le panafricanisme s'est manifesté beaucoup à 2 niveaux, ou peut-être 3. Les pères traditionnels, ce que vous avez appelé les pères de la nation, j'ai suivi tout à l'heure avant de venir. Il y a également au niveau de la culture et du sport. Ils ont été des précurseurs avant l'heure. Au-delà même, j'allais dire, des structures qui ont été créées pour s'occuper du panafricanisme, comme l'Organisation de l'Unité africaine. Et il faut également le dire que les médias aussi ont été des précurseurs, puisque la première organisation continentale a été l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, avant l'Union africaine, avant l'OUA, qui a regroupé l'ensemble des télévisions publiques et radios publiques du continent.
J'ai eu le privilège d'avoir été le conseiller juridique au début de ma carrière, il y a 36 ans, de cette organisation, et d'en avoir été le président de 2001 à 2002. Elle s'est muée aujourd'hui en Union africaine de radiodiffusion, et nous avons eu récemment au Rwanda une rencontre où le président de l'Union africaine, Paul Kagame, nous a fait l'honneur de venir de manière, j'allais dire, improvisée, passer 2h30 avec nous dans un échange tout à fait direct et franc. L'autre chose aussi que je voudrais dire, en regardant ce matin un peu votre émission, comme je le fais tous les matins, c'est qu'il y a des pavillons du panafricanisme. Ethiopian Airlines que vous avez montré, je pense que c'est un pavillon du panafricanisme. Il est vrai que nous devons effectivement aller à la source du panafricanisme, en prenant tout le legs que tous ces grands hommes que vous voyez un peu dans ce bâtiment, qui s'appelle Nelson Mandela. Vous avez Wangari Maathai, quand je dis homme avec un grand H. Vous avez Fatima Zora Himalayenne de l'Algérie. Vous avez des gens qui sont aujourd'hui vivants, comme Kofi Annan, Donald Kaberuka, Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ. Pas seulement des politiciens, mais des politiques, des hommes de culture, des sportifs, des scientifiques comme Cheikh Anta Diop, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense sont l'illustration de ce que doit être ce panafricanisme. En assumant notre histoire, mais en nous plongeant et en nous jetant résolument vers l'avenir, chacun dans son domaine en faisant ce qu'il a lieu de faire. Donc je pense que c'est une construction à laquelle nous devons tous participer. Nous essayons humblement, dans le domaine qui est le nôtre, les médias, parce que nous avons un rôle amplificateur de conscientisation, d'éducation, de formation, de prise de conscience et d'éveil. Nous avons essayé, moi le Sahélien venu du Sénégal, venu en terre Bantou, en forêt équatoriale, regroupant dans cet édifice une douzaine de nationalités de gens venus d'un peu partout. Idéalement, ce serait très bien qu'on ait les 54. Et je pense que c'est ça aussi, chacun dans son domaine. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que c'est l'une des interpellations aujourd'hui, c'est que nous ne travaillons pas suffisamment en réseau. Quand je dis nous, qu'est-ce que nous, en tant que médias, faisons pour les pouvoirs publics, pour les accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques? Tout à fait. Qu'est-ce que nous faisons par rapport aux services privés pour les dynamiser, montrer ces champions africains qui émergent au Nigeria, au Maroc, au Rwanda aujourd'hui, où il y a eu des génocides. Mais vous allez au Rwanda aujourd'hui, c'est toute une autre histoire qui montre effectivement que l'Afrique a la capacité, lorsqu'il y a la volonté politique, mais également lorsque chaque Africain, au niveau où il s'implique, de pouvoir relever les challenges et les défis les plus importants. Donc il y a un peu tout ça. Quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, il y a toutes ces choses, toutes ces idées qui se bousculent dans ma tête. Ah oui. Et aujourd'hui, je vous ai fait une surprise. Vous verrez aujourd'hui, dans l'écritel de ce jour que j'ai fait, tous les 54 pays africains passeront. Chaque pays avec une information. Oui. Et c'est fait de manière délibérée pour permettre à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui de savoir quels sont les 54 pays aujourd'hui qui composent l'Afrique, de reconnaître les drapeaux et d'avoir véritablement, j'allais dire, un petit aperçu, quel qu'il soit. Des gens comme Sékou Touré passeront, le Moro Naba, des choses comme ça, pour mélanger à la fois des informations économiques, environnementales, société, politique, santé, etc. Et qu'on ait une sorte véritablement de célébration sur notre antenne de cette Afrique pour laquelle nous militons ardemment. Restez en compagnie des programmes de Label Télévision, la chaîne panafricaine. Voilà, le président, M. Mactar Sylla, l'a dit. Vous restez avec nous, M. Mactar Sylla. On va vous présenter justement l'historique de cette journée. D'où vient-elle et à quel moment elle a été instituée? On regarde. Pourquoi le 25 mai? Ce jour célèbre tout simplement la commémoration de la création de l'Organisation de l'Union africaine, OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le parrainage de Négus Haïlé Sélassié. À l'époque, l'organisation panafricaine naissante avait pour objectif de réunir les 32 États qui venaient d'accéder à l'indépendance, mais aussi d'aider les peuples qui n'étaient pas encore libres à se défaire du joug colonial. L'idée avait pour autant germé quelques années plus tôt, dès 1958, alors que la plupart d'entre eux étaient encore sous domination européenne. Le premier congrès des États africains indépendants se réunit à Accra, au Ghana, à l'invitation de Kwame Nkrumah. À cette occasion, les participants, à peine une dizaine de représentants des futurs 54 pays africains, appellent à la création d'une journée de la liberté africaine.
afin de marquer chaque année les progrès en cours dans le mouvement de libération et symboliser la détermination des peuples d'Afrique à se libérer de la domination étrangère et de l'exploitation. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de symboliquement souligner la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité des Africains, selon la charte de l'OUA lancée 5 ans plus tard. Le 26 mai 1963, la charte de l'OUA est signée par tous les participants à l'exception du Maroc. Lors de cette réunion, il est alors décidé de rebaptiser la journée de la liberté africaine en journée de la libération africaine, fixée au 25 mai. Le temps aidant, cette journée deviendra simplement Journée de l'Afrique. Si l'OUA a depuis disparu et a cédé la place à l'Union africaine, l'UA, en 2002, le 25 mai, continue aujourd'hui d'être célébré. Les Africains sont par exemple invités à se lever contre les injustices qui les frappent en portant une étoffe de tissu rouge à l'initiative des Sud-Africains African Rising, un mouvement qui se définit pour la paix, la justice, la dignité. Elle n'est officiellement fériée que dans quelques pays, dont le Mali ou la Guinée, le Zimbabwe, et sa dimension purement symbolique lui vaut régulièrement des critiques. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les pays africains. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Un continent aux multiples contrastes et opportunités, là où les afro-pessimistes voient le verre à moitié vide, les afro-optimistes voient plutôt le verre à moitié plein. En effet, il y a une Afrique qui bouge et dont les images ne sont pas souvent montrées dans les médias. Toutefois, il est important que les Africains comprennent que l'instauration des régimes réellement démocratiques, de la bonne gouvernance et de l'indépendance de la justice sont les principes importants qui doivent s'appliquer pour régler durablement les maux du continent. Ailleurs, il y a des concerts et des cérémonies pour marquer ce jour. La fête de l'Afrique est également célébrée par des Africains à l'étranger et les communautés de la diaspora de différentes nationalités se réunissent dans des espaces culturels et échangent des recettes traditionnelles. Voilà, on vous faisait découvrir là l'historique de cette journée, le 25 mai, Mireille. Oui, bien sûr, et justement dans plusieurs pays, les événements sont organisés comme ça pour rassembler les peuples. La Belle Télévision, qui est une chaîne panafricaine, internationale, justement aussi célèbre cette journée, comme nous sommes en train de le faire, pour rapprocher davantage chaque Africain, enfin pour rapprocher les Africains entre eux. Oui, Stéphane. Moi, par contre, j'ai une question. Tu avais une question pour M. Silla. Pour M. Silla, Mactar Silla. Juste pour dire qu'en fait, quand j'ai entendu Mactar, le PDG parler, en fait, il parlait de tous les pays, il parle du panafricanisme et de tous les pays africains, de tous ces hommes qui se sont battus et continuent à se battre. Symbole de la révolution africaine. Symbole de la révolution dans la culture. Mais aussi, quand on parle du panafricanisme, c'est aussi un peu, c'est d'abord ceux qui sont hors du continent. Les Noirs, je pense au Marcus Garvey, ceux des Antilles, ceux de l'Amérique latine qui se sont battus pour énoncer le panafricanisme la première fois. Je parle de la conférence de 1900 avec Dubois et autres. C'est un peu eux qui ont mené cet esprit du panafricanisme. Il y a eu tout ce mouvement de panafricanisme, de négritude, les Senghor, Léon Contradabas avant eux, dans les Caraïbes, etc. C'est vrai. Mais l'histoire doit servir à affronter le présent et l'avenir. On ne peut pas, de manière éternelle, sans le renier, toujours nous recroqueviller et nous arc-bouter sur des souvenirs évanescents que la plupart d'ailleurs des générations aujourd'hui, vous ne pouvez pas dans un continent où 70% de la population a moins de 25 ans et être dans la répétition sempiternelle de ces choses-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? C'est ça les enjeux de l'heure. Dans un monde globalisé, quelle est la place de l'Afrique? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire face à la famine, à la misère, à l'employabilité des jeunes? Qu'est-ce que nous devons faire en termes aujourd'hui d'éducation, de formation, dans un monde numérisé? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour assurer notre autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce que nous devons faire tout simplement pour exister culturellement? Et donc, armer cette jeunesse pour qu'elle soit, comme toutes les autres jeunesses du monde, asiatiques et autres, à même d'affronter le présent et l'avenir. Est-ce que armer cette jeunesse ne veut pas aussi dire qu'on peut aller reprendre la force dans le passé? Par exemple, la force des gens qui nous ont servi dans le passé pour rebondir aujourd'hui, pour faire face au futur. On ne renie pas le passé. Mais moi, je ne suis pas un passéiste. Le passé, ce sont des leçons, ce sont des expériences, c'est du benchmarking, mais qui vous permet d'affronter l'avenir et d'avancer.
on ne peut pas. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence. Il peut y avoir des références religieuses, philosophiques, des exemples et autres. Ce n'est pas ça qui a été déterminant aujourd'hui dans la marche de l'Afrique. Ça n'a pas été déterminant. Ce qui s'est passé ici, par exemple, pour beaucoup de communautés, comme la communauté mouride au Sénégal, l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba ici au Gabon a eu un effet et une incidence internationale. Aujourd'hui, à New York, aux États-Unis, cette journée est célébrée. Avec des marches, oui. La seule manifestation religieuse africaine célébrée aujourd'hui aux États-Unis, c'est celle-là, reconnue par le gouvernement des États-Unis. On peut multiplier les exemples. Donc moi, c'est de toutes ces sèves dont je me nourris pour affronter le présent et l'avenir, et nous aussi, la génération actuelle, parce qu'on nous jugera demain. Qu'est-ce que nous avons fait pour faire avancer cet idéal? Je ne suis vraiment pas pour... l'histoire sert, la preuve, dans ce bâtiment, beaucoup de noms de gens... Et c'est pourquoi on a fait un mélange de gens qui ne sont plus là. Ce studio, c'est le studio Jean-Philippe Oyono, mais qui doit être un exemple, un modèle pour aujourd'hui la génération des genres de médias, un peu partout, pas seulement au Gabon, mais partout en Afrique et peut-être dans le monde, en termes d'éthique, de valeurs, de professionnalisme et de déontologie. Donc c'est un peu cet amalgame entre les hommes, entre les femmes, ce que le continent a de meilleur, en tirant les leçons du passé, mais en nous tournant résolument vers l'avenir, mais l'avenir se construit aujourd'hui au présent. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez la jeunesse africaine aujourd'hui, est-ce que vous voyez de l'espoir concret par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu tout ce qui se passe, c'est-à-dire par rapport, vous avez parlé de la globalisation, on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit un peu les méthodes d'éducation. Est-ce qu'il y a vraiment l'espoir aujourd'hui qu'on va regarder? Moi, j'ai une foi inébranlable en la jeunesse africaine. Elle l'a démontré dans les startups, etc. En étant dans des conditions extrêmement difficiles, pas dans les mêmes conditions de confort que d'autres jeunes d'autres continents, qui ont tout, Quand je vois des jeunes, il m'est arrivé d'aller dans plusieurs pays africains, de voir le soir, et avant quelque fois de comprendre, de voir des gens qui sont là, sur le bord de la route, assis, et qui sont en train de lire ou de... Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont peut-être pas de quoi acheter une simple bougie. Ils n'ont pas de quoi acheter une simple lampe tempête. Ils n'ont pas de climatiseur chez eux. Ils n'ont pas 4000 lumières, y compris jusqu'aux murs extérieurs, et qui sont là, qui se battent, qui étudient, qui réussissent, qui vont dans les plus grandes écoles du monde. Quand une jeunesse qui est privée de toutes ces choses arrive à ce niveau, cela veut dire que l'espoir est permis. Et nous n'avons pas, nous, autres Africains, d'autre choix que de réussir. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, partout où il est, ce n'est pas une affaire des seuls politiques, chacun, là où il est, de la cellule familiale aux opérateurs économiques, la société civile, tous confondus, nous avons des responsabilités à la fois individuelles et collectives. Que chacun joue sa partition. Que chacun joue sa partition, oui. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Mactar Sylla. On ferait mieux de rester avec nous pour continuer cette matinale. Mais pour l'instant, Mireille, c'est l'heure pour l'instant, c'est l'heure du journal télévisé en français qui va vous être présenté par Massima Sabrina. Welcome back to this beautiful matinale, j'aime le dire. Voilà, pour un élément pour le JT en français qu'on vient de regarder, moi j'aimerais... Championnat d'escrime. Non, pas le championnat d'escrime, attends. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Ce qui nécessite ma parole aujourd'hui, c'est par rapport au PDG sur les journalistes qui n'auront plus en prison au Lesotho. C'est vraiment une avancée, normalement. Exactement. Vous pensez? Enfin, sur cette question, peut-être dans le cas spécifique du Lesotho, mais moi, je ne veux pas être dogmatique sur cette question de la responsabilité des journalistes. D'accord. Parce que je pense qu'il n'y a pas 4000 catégories de citoyens. Chacun doit répondre de ses actes. Parce que tant que vous ne l'aurez pas vécu, qu'on ne vous aura pas attaqué, quand vous aurez votre famille, tout ça, sur des choses tout à fait infondées, par des gens qui sont venus comme par irruption dans la profession sans être de véritables professionnels, dans un secteur qui n'est pas tout à fait régulé, où il y a des charlatans, il y a du tout. Il y a de vrais professionnels, mais il y a également un peu de tout. Tant qu'on sera dans cette logique, je pense qu'on ne peut pas de manière péremptoire comme ça décréter, voilà, ils n'iront pas en prison, etc. Lorsque vous êtes dans une affaire privée, que vous attaquez quelqu'un, que vous dites des choses et que vous n'en avez ni les preuves, ni les moyens, et que ce soit seulement des affibulations parce que vous avez été manipulé ou autre, toute personne a le droit d'aller devant la justice. La liberté, comme on dit, des uns s'arrête là où commence celle des autres. D'accord.
Stéphane, on va peut-être poser deux questions à M. Mactar Sylla avant de le raccompagner avec Sabrina, le live tu du prends jour. mon temps là. Avant de le raccompagner avec le live du jour, peut-être Mireille qui a également une question pour M. Mactar Sylla. Oui, une question assez importante, Monsieur Sylla. Quel est le panafricaniste qui peut vous servir de modèle? Vous êtes vous-même panafricaniste, mais quel est l'homme ou la femme qui... Enfin, je ne voudrais pas être dans de donner tout ça. Je pense que ce que nous avons fait dans cet édifice le montre à souhait. Oui. À côté du roi Hassan II, nous avons Nelson Mandela. De Nelson Mandela, nous avons El Hadji Omar Bongo. De El Hadji Omar Bongo, nous avons Wangari Maathai. De Wangari Maathai, nous avons Césaria Ebora. Nous avons Cheikh Anta Diop, etc. Ça veut dire que véritablement, j'allais dire, le panafricanisme est pluriel. Les modèles sont nombreux. On les trouve dans la culture, on les trouve dans le sport, on les trouve dans la politique, on les trouve chez les hommes, on les trouve chez les femmes, on les trouve chez les gens qui nous ont quittés, on les trouve chez les vivants. Et je pense que c'est tout cela qu'il nous faut célébrer. Et dans chacun d'entre eux, il y a des choses à puiser, de telle sorte que nous aussi, quand on partira, qu'on puisse dire un jour, ah oui, ils ont fait leur contribution, aussi minime soit-elle, à la marche et à l'édification de ce continent, divers sans doute, mais également qui aspire fondamentalement à son unité. Aucun pays africain ne pourra s'en sortir sans cette unité africaine. Oui. Moi, j'avais une petite question également dans le même ordre, M. Mactar Sylla, c'est surtout l'africanité, la solidarité de l'Afrique. Existe-t-il vraiment une solidarité africaine, une africanité? Oui, moi, je vais pas, il ne faut pas, j'allais dire, faire de l'angélisme. Hein. Oui. Elle n'existe pas, elle existe, ça dépend. Elle existe dans certaines communautés, dans certains pays, entre certains pays et tout. Mais comme dans la vie, c'est, j'allais dire, inégal et combiné. Donc voilà, il faut absolument aller, je pense, à côté des institutions politiques, des structures institutionnelles, il faut aller vers des regroupements et des organisations qui soient plus civiles, par exemple des jeunes, des start-up africaines, des champions africains dans l'économie, des femmes africaines leaders. Des influenceurs aussi, ces gens-là. Voilà, je pense qu'il faut véritablement construire tous ces édifices-là. Construire également les regroupements régionaux, c'est très bien. Hier, par exemple, ici, il y a eu la visite du président Faure Singbe, qui est le président de la CEDEAO, qui vient voir son homologue de la CEEAC. Moi, je rêve d'une communauté qui regroupe effectivement les deux, où l'on peut circuler dans les deux communautés librement, où c'est la même monnaie. Quand vous allez au Sénégal, on ne va pas vous dire, vous venez avec le franc du Gabon, on va vous le décoter de 30% ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est votre souhait, vous qui êtes panafricaniste, Mais absolument. Moi, si aujourd'hui, si j'étais dans la position d'un chef d'État, tout Africain qui a un papier, un passeport, un truc en bonne et due forme, peut aller d'un coin à l'autre du continent, comme nous le disons, du Caire au Cap, de Praia à Port-Louis. Oui. Je pense que ce sont des choses qui sont fondamentales. Le reste, la question de sécurité, etc., la technologie aujourd'hui et l'interaction entre les polices, etc., peut le permettre. Les données existent et on peut savoir qui est qui. Et quand il y a des limitations, c'est peut-être pour des gens qui ont enfreint la loi et autres. Mais je crois que pour la circulation des biens, des personnes, des marchandises, et certains pays sont en train de le faire. Oui. Vous arrivez, il y a plusieurs pays, au Rwanda, vous arrivez, certains pays sont exemptés. Si vous n'êtes pas exempté, vous payez vos $30 et vous rentrez. Vous pouvez rester 90 jours. Tout à fait. Donc, et la libre circulation, je voudrais donner un autre exemple de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que le Nigeria a plus de 100 et quelques millions d'habitants qu'ils ont envahi les autres pays de la CEDEAO. C'est incontournable, qu'on le veuille ou pas, on ira vers ça. Les migrations, ce n'est pas seulement traverser la Méditerranée. Les plus grandes migrations, les plus grands mouvements, et les chiffres de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, le donnent, c'est les migrations interafricaines. Donc il faut l'accepter, c'est la marche du monde. Alors peut-être un dernier mot sur cette journée internationale de l'Afrique, le 25 mai. Oui, à l'endroit de l'Afrique, à l'endroit de ce qui vous regarde ce matin. Oui, vous saviez, au départ, nous avions voulu inaugurer un 25 mai pour la symbolique. Nous avons inauguré à 48 heures de la fête nationale du Gabon. On en est tout à fait heureux. Ce que je voudrais dire, et je le répète, je pense que la construction du panafricanisme est une œuvre de chacun d'entre nous. Partout où nous sommes, nous pouvons y contribuer. Donc, comme je le dis encore une fois, l'avenir de l'Afrique se conjuguera, j'allais dire, au pluriel. Ce n'est pas des nations éparses comme ça, les 54. Ce sera dans de grands ensembles, avec de grandes dynamiques, mais ce ne sera pas la seule affaire des politiques, c'est l'affaire de chaque citoyen africain.
Monsieur Mactaxila, je crois que Stéphane va me tuer si je ne laisse pas poser sa question. Il va me bouder tout au long de cette matinale. Non, tu peux poser cette question, ta question. Est-ce que Monsieur Mactaxila aime le jazz, aime l'afro-jazz? Oh, moi, j'écoute tout. Je suis un fan de trucs. Non seulement j'écoute, mais je suis un très grand danseur. D'accord. Okay. On va peut-être vous faire danser un tout petit peu. Non, je vous taquine. J'espère qu'on va vous faire danser avec un groupe qui évolue du côté de Brooklyn, mais inspiré. Pourquoi Brooklyn? Parce que c'est carrément la colonisation dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, cette fois-ci, en Afrique, on est allé coloniser les autres avec Antibala, un groupe d'afro-jazz inspiré par l'Afrique. Justement parce qu'Antibala, c'est un groupe influencé par des chanteurs comme Fela Kuti, Franco Doké Jazz. C'est un grand fan de Fela Kuti. Hein. Je l'ai entendu tout à l'heure. Fela Kuti, il le verrait bien à la tête du toit de l'Afrique. Monsieur Mactaxila, il est fan. Vraiment, il est fan. Je sais que le président aussi a beaucoup d'estime et beaucoup d'espoir, beaucoup d'estime pour Fela Kuti parce que c'est une valeur de la liberté. Absolument. Et c'est une valeur sûre, tant musicalement que humainement, que par rapport à tout ce qu'il comporte en termes de qualité, d'aspiration, de rêve. Ok, allons-y alors à la découverte des enfants de Fela qui chantent Fela. Allons-y.
Alors, on était comme ça avec le Duc Amayo et sa team de Antibala, un groupe de Brooklyn inspiré par Fela Anikulapo Kuti et de Driver Rivers d'Éthiopie, qui est un groupe assez particulier parce que ce sont des blancs qui accompagnent un noir, un vocaliste qui est le Duc Amayo, qui est vraiment un fan de jazz, d'afro-jazz venu d'Afrique, et ça fait plaisir de voir des blancs comme ça qui jouent comme des noirs. Voilà, ça prouve que la colonisation est aussi allée dans l'autre sens, culturellement, musicalement. Donc c'est ça. Et on va dire merci, c'était très joli aussi. Oui, on sait que c'était très joli, voilà. On a préféré celui d'hier. Hein. Celui d'hier, on était complètement amoureuse de cette jeune dame. Mais c'est parce que le style est différent. Oui. Je pense que c'est ça, différents styles. Là, c'est pas de l'afro-jazz, c'est quoi? Ça, c'est de l'afrobeat. Bon, c'est de l'afro-jazz. Tout ça, on le mélange. On englobe dans l'afro-jazz. Hein, pardon? On englobe tout ça dans l'afro-jazz. Mais ça, c'est particulièrement l'afrobeat orchestral, voilà. Plus saccadé. Ouais, c'est plus saccadé, c'est plus ambiancé, en fait. C'est plus chaud, en fait, voilà. On continue de célébrer l'Afrique, de parler de l'Afrique ce matin avec cette journée internationale de l'Afrique. Le 25 mai, l'Afrique, c'est 2000 langues sont parlées en Afrique, un peu partout sur le continent. C'est le deuxième continent le plus peuplé d'Afrique, avec ses langues lingala, ligbo, Mireille, Congo, Yoruba, Stéphane. C'est plein de langues, le swahili. Tout ça, voilà. Le pitching. Le Haoussa, un peu partout aussi, parlé en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. On continue. On recevait à l'instant le président de cette chaîne panafricaine qui est parti comme ça en dansant. C'est parce que c'était en off. Hein. Sinon, il a fait quelques pas là de jazz et tout. Bien cadencé. Oui. Il nous a apporté cette fraîcheur ce matin, beaucoup d'infos. Lui qui est panafricain dans l'âme, hein, vraiment. Lorsqu'il parle, on sent vraiment que son souhait, comme il a dit avant de partir, c'est voir cette Afrique unie. Solidaire. Hein. On peut circuler tous tranquillement et être un, enfin. Bien sûr, c'est le souhait de tous. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Bon, on a un autre invité également, Mireille. On a un autre invité qui est un Africain aussi, qui fait plein de choses, qui fait bouger les choses de son côté, qui a un métier artistique. Parce que c'est aussi un métier artistique. Oui, bien sûr. La gastronomie est un métier vraiment, c'est vrai, artistique. Et les hommes... il s'appelle Armel Eyi. Je laisse Mireille le soin de le cuisiner. Il s'appelle Armel Eyi, il est chef pâtissier, chef cuisinier. Oui, il est venu ce matin comme ça nous apporter son expérience, nous faire partager cette passion pour la cuisine. Il nous a même apporté quelque chose à goûter. Moi, je suis déjà en train de saliver. Vous voyez bien comment je bégaye. Les yeux qui sont... Mais il est là avec nous ce matin pour célébrer cette journée aussi, pour nous faire parler, pour nous faire partager son expérience, comme je disais à l'instant. Je laisse Mireille le soin de le cuisiner. Merci, Stéphane. Sabrina. Monsieur Armel Eyi, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler gastronomie, cuisine, notamment pâtisserie. D'accord. Alors devenir cuisinier, était-ce un rêve, un souhait, un choix par défaut? Racontez-nous un peu votre parcours. Je dirais pas un choix par défaut. C'est plutôt une passion. Ça vient vraiment de très loin. Ça a commencé, après c'est une longue histoire. C'est un métier qui vraiment m'a été transmis vraiment par ma maman, ma mère, qui est aujourd'hui chef de parti au Méridien Rendama. Aujourd'hui, voilà, ça fait 30 ans. L'hôtel de la Place. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Voilà, elle m'a partagé un peu sa passion, son monde. Aujourd'hui que je pratique vraiment avec amour. Voilà. Les débuts, c'était pas simple. Déjà avec les parents, il a fallu vraiment beaucoup réfléchir déjà. Avec mon papa qui n'était pas déjà d'accord au départ. Et après, il a fallu parler avec ma maman pour qu'elle soit d'accord. Entrer dans un centre de formation. Essayer de voir et de faire en fait ce que j'aimais faire en fait. Voilà. Parce que dans mon enfance, déjà au départ, j'ai passé mon temps à aller dans des cybercafés avec des stylos, des petits carnets, noter, voir des recettes et tout. Voilà. Noter les recettes déjà. Voilà. Et aller pratiquer à la maison, essayer de voir comment ça se passe et tout. Et voilà. Petites expériences. Voilà, oui, c'était un peu ça. Et après, je me suis mis dans la peau déjà avant de chef cuisinier au départ, de cuisiner. C'était en fait ce que j'aimais. Et j'ai fait part de ça à ma maman. Elle, par contre, elle était d'accord.
Avec mon papa, c'était un peu difficile. Voilà, c'était un peu difficile. Ah oui, les papas, ils sont souvent un peu durs. Hein. Ouais, c'était un peu difficile. Lorsqu'un garçon dit je veux devenir cuisinier. Voilà, c'est un peu ça en fait. Donc c'était difficile. Bon, la décision était prise. J'ai décidé de rentrer dans un centre de formation. À l'époque, c'était Gilles Ferry, c'était vers la statue de Rapona Walker à lui. Dans le quartier, oui, à Libreville. Un centre professionnel de... Oui. Là-bas, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 mois de formation. Et après, j'ai obtenu un stage. Bon, maman m'a obtenu un stage au Méridien. Je suis allé au Méridien en tant que stagiaire. D'ailleurs, j'étais le plus jeune stagiaire au Méridien. C'était le 22, j'ai débuté le 22 octobre 2004. Ah oui. 2004, c'était le plus jeune stagiaire au Méridien. C'est allé très vite. C'était un peu compliqué, voilà. Et puis, j'ai appris. Et de là, j'ai sauté, le chef cuisinier m'a fait une proposition, voilà, j'ai quitté de là pour aller au Birdie. Après Birdie, j'ai fait plusieurs... Alors, est-ce que selon vous, le métier a évolué? Parce que vous êtes quand même dedans depuis, vous dites 2004. Est-ce que le métier a évolué? Oui, dans le monde, je dirais oui. Normalement, ça a évolué. Déjà aujourd'hui, c'est vraiment un métier déjà vraiment important, déjà. Dans le monde entier. Vous allez vous rendre compte qu'on retrouve des cuisiniers ou des chefs cuisiniers un peu partout. Oui, bien sûr. Dans des hôpitaux, des ministères, voilà, des hôtels. Et de jour en jour, des restaurants poussent un peu de partout dans le monde. Ou un peu, moi, je dirais que voilà, oui. Mais est-ce que le regard de ce qui vous entoure a changé? Vous parlez de votre père qui n'était pas trop d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, son regard a changé? Bon, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Dieu à son âme. Et voilà, mais sinon, avant de partir, il était d'accord, il a fini par comprendre et il a fini par aimer ce que j'ai fait, il m'a encouragé avant de partir. Déjà, ma maman, c'est normal parce qu'elle, c'est son monde. Oui, elle est dedans depuis, voilà. Depuis l'âge de 17 ans. Oui, déjà, elle était au Méridien, j'étais dans son ventre même. J'étais dans son ventre. Elle vous a transmis cette passion de la cuisine, hein, Mireille, déjà. Voilà. Et quelle est votre spécialité dans la cuisine? Bon, déjà, j'ai pas de spécialité fixe. Voilà, je fais un peu de tout et j'aime tout ce que je fais en fait. Pâtisserie, boulangerie. Là, on voit un peu en image comme ça vos réalisations, vos pâtisseries. On voit, je crois que c'est un anniversaire 40 ans. 40 ans. Il est très beau. Merci. Oui. Et justement, par rapport à ces réalisations, quelle est la réalisation la plus folle que vous avez fait pour un client? Quelque chose d'assez atypique, innovant? Un challenge. Bon, pour moi, aujourd'hui, je dirais, pour tout autre cuisinier, je dirais que pour tous les clients, les challenges sont vraiment... Chaque jour est un challenge. Voilà, chaque jour. Parce que tous les clients, pour moi, tous les clients sont de taille, en fait. Ils sont au même niveau, peu importe le client. Voilà. Il faut toujours chercher à impressionner, innover, faire plaisir au client avant de faire sortir le plat. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a forcément un challenge vraiment qui m'a marqué aujourd'hui. J'ai réalisé une pièce montée pour un mariage de 400 personnes. Voilà, c'était la première fois pour moi. Je n'avais jamais réalisé une pièce montée comme ça de 40 pièces devant 400 personnes. Sortir le gâteau, c'était vraiment chaud pour moi. C'est le challenge qui m'a marqué en fait. Et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans ce métier? Bon, les difficultés, c'est pour moi, aujourd'hui, je dirais, cette difficulté pour moi, c'est vraiment de ne pas aimer ce métier en fait. De vraiment pas aimer ce métier. C'est un métier, il faut le faire avec le cœur, avec amour, vraiment se concentrer. Quand tu te lances comme ça dans ce métier, vraiment, rares sont les difficultés que tu rencontres devant. Mais quand tu viens avec déjà... cette passion, cette envie de faire ce métier, toutes les difficultés, c'est juste des obstacles à traverser et avancer. C'est quand on dépasse et puis on se dit, bon voilà, c'est rien, c'est... Voilà. Et il y a comme ça une recette peut-être que vous avez mis en place ou quelque chose qui fait que là, ça c'est du Armel. une signature. Voilà. D'accord. Déjà, j'ai créé plusieurs recettes. Déjà,
C'est une longue liste. Après, c'est une longue liste. En plus, en cuisine ou en pâtisserie? Ouais, les deux. En cuisine, en pâtisserie, comme on va dire en pizzeria. Il y a des pizzas que j'ai eu à créer. Bon, après, ça fait longtemps. Et la boîte où j'ai mis du temps, au Birdie, j'avais créé, normalement, j'avais mis en place une salade qui marchait tout le temps, que les gens commandaient tout le temps. Je pouvais vendre, on va dire, 30 par jour. Et ça s'appelle la salade quoi? La salade EI? Salade Big Birdie. Big Birdie. Voilà, avec le nom de la structure. Salade Big Birdie. Mais c'était votre... Voilà, ouais. Votre création, votre réalisation. Oui, oui. D'accord. Peut-être Stéphane a des questions pour notre invité? Ah, mais bien sûr. Toujours. On va le dire, on va trahir le secret. C'est pas... Ils sont amis, je crois qu'ils se sont retrouvés. Non, c'est plus que lui et moi, c'est plus que l'amitié. C'est plus que l'amitié, ouais. Ah, bah dis donc, coïncidence, hein, ce matin. Poteau, alors, comment on dit? Depuis des années déjà, ça va ça fait 10 ans, 10 ans, 15 ans que... Mais Stéphane, alors c'est quoi son petit nom? Parce que quand on est amis comme ça, tu cherches un petit nom. Non, ça, je veux pas vendre la mèche, c'est mort, c'est la fraternité. On revient à notre invité. Moi, en fait, comment ce choix, en fait, comment tu quittes la danse, hein, tu as fait partie d'un groupe de danse les plus célèbres, je veux dire l'Afrique centrale même, hein, on va parler d'Harlem Privilège, justement. Comment tu quittes de la danse à la pâtisserie aujourd'hui, à la gastronomie? Que ce choix a été comment? Parce que tu étais carrément un membre, carrément indispensable du groupe, tu étais vraiment passionné à l'époque, on se voyait et tout, vraiment, je voyais en toi vraiment une passion qui brûlait. Maintenant, après, aujourd'hui, on dit que la même passion, c'est canalisé vers la pâtisserie. Comment s'est fait le changement? Déjà, pour commencer, il y a une période où j'étais en même temps de la cuisine, en même temps de la danse. Comme je dis, 2004, j'étais à fond dans la danse déjà. J'étais à fond dans la danse. J'étais en même temps au Méridien en stage. C'est vrai que j'ai commencé par la danse. Dans un hôtel de la place. Je vois que vous citez beaucoup. C'était un peu difficile, mais après, j'ai fini par aimer la danse. J'ai fini par aimer la cuisine autant pour moi parce que j'étais constamment là en fait. Et après, c'est un métier qui est entré en moi et j'ai plus voulu faire autre chose en fait. Je me suis dit, je me concentre sur la cuisine et puis je reste. C'est peut-être parce que aussi il fallait maintenant vivre de son métier, peut-être parce que la danse aussi ça n'était. La danse au Gabon, c'est vrai, mais après j'ai préféré faire un choix en fait. D'accord. D'accord. Pour revenir à la cuisine, est-ce que vous avez comme ça un petit conseil, un petit mot pour les jeunes qui voudraient faire comme vous et qui peut-être ont des difficultés ou rencontrent un peu l'opposition des parents? D'accord. Déjà. Pour les jeunes, pour des gens vraiment qui veulent se lancer à fond dans plusieurs métiers, voilà. Et certains sont souvent coincés et se posent des questions. Est-ce que je peux? Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me lance? Tout ça. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est juste vraiment croire en soi, avoir la foi et de toujours penser grand, se dire toujours que ça ira. Voilà, aujourd'hui, moi, je me suis dit ça. Au départ, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, voilà, il faut persévérer, il faut avancer. C'est compliqué, c'est pas facile, mais aujourd'hui, je suis assis, je me dis, bon, voilà, par rapport à mon métier, je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis content. Voilà. Et justement, vous nous avez emmené quelque chose d'assez... oui, présentez-nous cette pâtisserie qui nous titille un peu, là. Déjà, pour commencer, j'ai cette réalisation, c'est la première fois que j'ai fait cette réalisation en fait. Ah, une exclusivité pour la matinale, hein, Mireille. C'est la première fois. Merci. Voilà. C'est un peu une tartelette aux fruits rouges, à la chantilly, parfum vanillé, voilà, que j'ai préparé spécialement pour vous, pour l'émission. C'est gentil. Voilà. C'est gentil, merci. Alors, Armélie, oui, Mireille, tu as fini de cuisiner notre invité? Cuisiner, bon, c'est vrai, nous sommes passés au dessert. Donc Ah non, c'était tout simplement par rapport à notre thématique du jour, cette journée. Alors, que penses-tu de la cuisine africaine en général aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'exporte? Est-ce qu'aujourd'hui, la cuisine africaine est reconnue et goûtée un peu partout? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard, toi, sur la cuisine africaine? Bon, pour moi, aujourd'hui, je suis fier, déjà, parce que la cuisine africaine, aujourd'hui, pour nous, c'était typiquement africain, c'est-à-dire ça restait en Afrique, dans différents pays africains. On se disait, bon, est-ce qu'il faut vraiment valoriser la cuisine africaine? Mais sinon, la cuisine africaine, aujourd'hui, moi, je suis fier parce que on découvre des plats africains de jour en jour. On crée des recettes de jour en jour et on retrouve les plats africains un peu de partout dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, ça déguste africain de partout. Et déjà, il y a des livres
qui réussit à se vendre en Europe, des livres de cuisine africaine. Oui. Voilà, moi je dirais que voilà, aujourd'hui c'est plus comme avant, c'est devenu vraiment au top de... Voilà. Ouais, c'est très bien. Nous, j'espère que vous, dans votre cuisine là-bas, vous faites toujours un peu de feuilles de manioc à la, je sais pas, quelque chose. Toujours. Oui, il faut il faut manger africain, il faut consommer africain. Le bon poisson, le bon manioc. C'est vrai qu'il faut toujours créer de jour en jour. Oui. On a plusieurs produits ici. Voilà, on a plusieurs produits locaux ici au Gabon qu'on peut exploiter, qu'on continue à exploiter. Et aujourd'hui, pour nous, l'idéal, c'est de faire vraiment reconnaître la cuisine gabonaise dans le monde entier, en fait. Ouais. Ouais. Et vous faites aussi des recettes africaines, genre un dolé, tchèp. Ça arrive, des dolés, des feux de manioc, il y a plusieurs plats en fait. Oui. Il y a plusieurs plats africains. Il faut dire qu'Armel aujourd'hui, Armelier aujourd'hui est à son propre compte. Vous avez un restaurant où vous faites goûter notamment aux gens vos plats chaque jour. L'assiette d'or, ça fait aujourd'hui quoi, 2 ans que l'assiette d'or est ouverte. Voilà, on fait découvrir des plats de jour en jour. Déjà aujourd'hui, on est spécialisé dans la grillade, donc assiette d'or gris. Donc on fait des grillades tout le temps, on essaye d'innover. Mais il fallait nous emmener des grillades quand même. Allez, on vous taquine. Merci d'avoir été sur le plateau de la matinale, nous partager comme ça votre expérience. C'est très émouvant. On voit cette mère elle-même cuisinière depuis un bon moment et déjà en étant une belle histoire, Mireille. Oui. Voilà, merci Armelier d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait partager cette expérience. Merci. Allez, on va vous raccompagner en musique. Votre ami Stéphane ici est notre DJ. Encyclopédie musique. Il a cette. Non, pour l'heure. Je suis en train de faire tes atalakou là avec ton ami là. Non, pour l'heure, je préfère que c'est Mimi qui va lancer la musique. Mimi lance la musique. Ah bon? Oui, Mimi, vas-y. Et on va voyager comme ça, une bonne pause et un bon voyage musical à travers l'Afrique. Love for Africa, love to the world. This is for Africa. This is a song for Africa. Together we can touch the sky. You and me, hand in hand. Peace and love for Africa. Toi et moi, nous pourrons aller plus loin, plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Toi et moi, nous pourrons aller plus loin, plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Hey, voir nos enfants grandir, hey, jouer ensemble, c'est l'amour. Il est fou mais il est beau. Hey, voir nos enfants chanter, danser ensemble, c'est l'amour. Qu'il est fou mais il est beau. Hey, toi et moi, nous pourrons aller plus loin, plus loin, plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Hey, toi et moi, nous pourrons aller plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Hey, et si les hommes pouvaient comprendre que l'amour, c'est l'amour, qu'il est fou mais il est beau. Hey, faisons chanter les hommes et envoûter les femmes, c'est l'amour, qu'il est fou mais il est beau. Oh, oh, oh. Toi et moi, nous pourrons aller plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Hey, toi et moi, nous pourrons aller plus loin. Toi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Samba, Gamia Silly Samba.
silly samba. Gabia in Africa in samba. Gabia silly samba. Na 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 On est toujours avec vous pour cette deuxième partie de la matinale. On parle toujours de l'Afrique, on célèbre l'Afrique culturellement, politique, économique. On parle de tout, on parle de l'art. Aujourd'hui, bah oui, on parle d'un peu de tout, on parle de sa gastronomie. Oui, on a reçu un chef pâtissier il y a quelques instants, Mireille. Oui, bien sûr, nous avons reçu un chef pâtissier, cuisinier, et là, nous sommes avec une danseuse. Une danseuse, son envie, oui, on va faire un petit atalakou sur elle, ça va faire plaisir. Son envie de danser transmet un peu des émotions, elle vous connecte comme ça à vos émotions les plus cachées. Voilà, elle s'appelle Gaëlle Ikonda, c'est une danseuse chorégraphe gabonaise. Elle est également directrice artistique de la compagnie Solic. Et puis, elle est venue comme ça nous partager également son expérience, cet amour de la danse. On va essayer de la cuisiner. Oui, c'est notre beau fétiche ici, cuisiner. On aime manger. Donc Finalement, ça fait peur maintenant après. Hein. Après, ça fait peur. Hein. Après, ça fait peur? Oui, bien sûr, parce qu'on pense au couteau. Pas du tout, je vais arrêter de faire peur aux téléspectateurs. Poignard. Il y a aussi le côté crème, chocolat. Voilà. Alors, bonjour. Non, ça, c'est la dégustation, hein, Mireille. Bonjour, mademoiselle Gaëlle Ikonda. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de la matinale. Merci aussi à vous. D'accord. Bonjour. Je vous laisse avec Mireille Nzoubou et Stéphane Kassa qui est avec nous. On va parler danse, on va parler art, mais tout d'abord, racontez-nous votre parcours, cette histoire d'amour avec la danse. Alors, tout commence en 2004, où en 2004, j'intègre la compagnie No Limites. C'était difficile pour moi parce que au sein de la compagnie, il y avait déjà des bombes en danse. Tout le monde savait super bien danser. Et moi, j'étais un peu novice, j'apprenais encore. J'étais vraiment dans mes débuts. Mais au fur et à mesure, j'ai évolué, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait environ 3 ans dans la compagnie No Limites. Après la compagnie No Limites, j'ai intégré la compagnie No Fear. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, en 2010, j'ai décidé de créer ma propre compagnie pour pouvoir évoluer selon mes objectifs, avec ma vision des choses. Donc, en 2010, je crée la compagnie Solic, qui va fêter ses 8 ans en décembre. Waouh, un beau parcours. Et vous êtes chorégraphe, danseuse, chorégraphe, interprète. Qu'est-ce que c'est? Déjà, danseuse, interprète, oui. C'est cette danseuse ou ce danseur-là qui a la capacité d'interpréter un rôle donné dans une création ou dans une chorégraphie. C'est-à-dire que la chorégraphie n'est pas faite par vous, mais vous interprétez un rôle. Vous devez être capable de faire ressortir les émotions et les mouvements que le chorégraphe vous demande de faire. Donc à ce moment-là, c'est ce que vous faites, c'est vous à l'écran. Oui, là je suis danseuse, interprète et chorégraphe en même temps parce que c'est moi qui ai chorégraphié mon solo et je l'ai aussi interprété. Alors on appelle ça un solo. Oui, ça c'est un solo de danse parce que je suis seule sur la scène. D'accord. Voilà. Et donc c'est une spécialité dans votre univers ou bien être interprète ou oui, il y a des spécialités. Vous pouvez être danseuse-interprète ou danseuse chorégraphe ou les deux, danseuse-interprète et danseuse chorégraphe. Moi je suis les deux. Parce que je chorégraphie au sein de ma compagnie, je chorégraphie lorsque j'ai des contrats, comme on sollicite mon aide pour
mes compétences pour chorégraphier une création sur un événement. Et en même temps, je travaille aussi avec des compagnies qui ne sont pas... des compagnies où je dois intervenir en tant que danseuse-interprète. Ils font appel à vos services qui veulent que vous veniez danser avec eux, c'est ça? C'est ça. Oui. Et là, à ce moment, je suis danseuse-interprète dans une autre compagnie. Et dans la mienne, je suis danseuse-interprète et chorégraphe. D'accord. Et quelles sont les danses spécifiques que vous faites et les thèmes abordés dans vos représentations? Parce que comme nous sommes quand même dans le domaine culturel, on va parler de thèmes, de prédilection. Comme là, par exemple. Bon, pour là, j'aborde un thème qui... déjà, le titre de ce solo, c'est Résistance. C'est pas un peu, mais c'est mon vécu, en fait. C'est par quoi je suis passée, je vais dire physiquement, émotionnellement, pour pouvoir décider de me lancer dans la danse de profession. Racontez-nous un petit pour peu dire danseuse professionnelle. Cette étape de votre vie. Ah, c'est quand même long, mais je vais essayer de résumer. C'est juste, en fait, c'est des incertitudes, des peurs que j'ai dû dépasser pour accepter, et même pas pour accepter en tant que tel, mais pour décider, voilà, de vraiment me lancer dans ce métier de danseuse professionnelle, parce que c'est pas facile en tant qu'Africaine, en tant que Gabonaise, voilà, en tant que femme aussi, voilà, on a un peu la pression sociale, on va dire, la pression de la famille, te dit oui, mais tu veux être danseuse professionnelle, mais tu dois faire des enfants, tu dois avoir un foyer, etc. Parce qu'on se dit que lorsqu'on est danseuse professionnelle, on ne peut plus faire des enfants, on ne peut pas avoir un foyer et tout. Voilà, vraiment des clichés. Mais moi, à chaque fois, j'essaye de me défendre en me disant ben, c'est pas ce que vous pensez. Je prends des exemples vraiment concrets. Je prends par exemple des exemples comme comme on dit en Afrique de l'Ouest, notre vieille mère. Notre maman Germaine Akoni, qui a dans 70 et quelques... On allait vous poser la question sur cette femme. Voilà. Qui l'est pour elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Elle représente beaucoup de choses, parce que c'est un exemple de réussite et un exemple de longévité dans la carrière. Je vais dire ça comme ça. Parce que servi de modèle. Voilà aussi, oui. Parce que moi, ce qui m'impressionne vraiment aussi avec elle, c'est que, hormis le fait qu'elle ait créé un super grand centre de danse en Afrique, mais elle continue d'exercer, elle continue d'être sur la scène à son âge. C'est vraiment impressionnant. Beaucoup arrêtent souvent et puis dirigent des projets, mais elle continue d'aller sur scène. Elle présente toujours ses solos et je trouve ça vraiment impressionnant à son âge. J'espère qu'elle vous regarde pour vous parler d'elle avec, avec cet enthousiasme. Germaine Akoni, qui est une danseuse également. Et en parlant de chorégraphie, comment créer une chorégraphie? Est-ce qu'il y a différentes étapes et quelles sont... Alors, moi, je ne vais pas parler de chorégraphie, et je vais plutôt parler de création. Parce que, voilà, oui, bien sûr, il y a plusieurs étapes. Moi, je commence avec l'idée. Voilà, qui est une inspiration, voilà, de faire quelque chose sur un thème bien précis. Par exemple, en octobre de l'année dernière, j'ai présenté un duo qui s'appelle Albi, qui traitait du problème des albinos. Oui. Voilà. Et donc, il faut avoir... moi, je me fais d'abord une idée, je la mets sur papier. Ensuite, je fais des recherches sur le thème. Je vais voir des personnes qui sont plus ou moins expérimentées, qui ont plusieurs connaissances, plus de connaissances sur le thème. Je me rapproche de ces personnes. Donc, je pose des questions, je prends des notes, je fais des recherches vraiment approfondies. Ensuite, je cherche des lieux de résidence de création, c'est-à-dire, vous voyez ce que je vais dire? Voilà, ok. Je cherche des lieux de résidence, donc je peux aller voir des écoles de danse pour solliciter la salle, pour pouvoir être en résidence de création pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Et quand je trouve la salle de résidence, je me mets en résidence de création. Donc, je commence à créer la chorégraphie de la création avec les recherches que j'ai faites au préalable. Après ça, quand la pièce, elle termine, après, il faut la présenter. Vous pouvez faire, normalement, c'est souvent bien de faire, on va dire, un visionnage en salle de répétition où vous pouvez appeler certaines personnes qui vont être là, ce qu'on appelle des regards extérieurs. Donc des personnes qui sont
vos grands frères, mais peut-être aussi vos petits frères, parce que tout le monde, qui ne sont pas forcément des danseurs, mais aussi des danseurs, on en a besoin parce qu'on a besoin des retours. Oui. Voilà, ils vont nous donner des conseils, des choses peut-être qui n'ont pas vraiment cerné, des choses qui n'étaient pas très claires pour eux, qui peuvent, voilà, justement, ces retours-là peuvent t'aider à améliorer ta pièce. Ça, c'est avant d'aller sur scène. Donc, vous faites un visionnage en salle. Et après ce visionnage, eh ben, vous sollicitez, je ne sais pas, peut-être l'Institut français ou le Michel Dira, je ne sais pas, une salle, un théâtre pour pouvoir présenter votre pièce. Mireille, Stéphane, on voit bien que tout part aussi d'un thème, d'une thématique bien ficelée, pas seulement la danse pour danser, non, on voit bien que c'est vraiment tout un travail derrière, Stéphane. Oui, bien sûr, parce qu'on va dire que l'art, le talent, en fait, le talent ne suffit pas. Le talent n'est que la matière brute, comme on dit. Exactement. Maintenant, après aussi, il faut travailler, il faut tailler, comme Pierre, il faut tailler ce talent, il faut donc il y a des thèmes, il y a un thème que tu choisis, après il faut élaborer le thème, il faut vraiment le mettre en pratique et après le faire exister, le faire vivre et le transmettre aux autres. Donc ça demande un travail assez conséquent. Et puis ma question pour l'un de notre invité, c'est est-ce que tout ça, on ne catégorise pas tout ce que vous avez expliqué dans la danse contemporaine? C'est pas la même chose? Je ne comprends pas bien votre question. La danse contemporaine. Oui. Est-ce que tout ce que vous avez expliqué n'englobe pas... En fait, on n'englobe pas ça dans la danse contemporaine. Mais si, en fait, il faudrait savoir... Moi, je préfère dire... Il y a danse contemporaine, non, parce que moi, je sais danse pas, je suis de pas création. La danse contemporaine, c'est une danse académique, c'est-à-dire qu'on l'apprend aussi à l'école comme on apprend le classique, la danse classique, le moderne jazz ou le jazz, voilà. Et il y a la danse contemporaine, c'est une danse académique. Maintenant, la danse de création, c'est ouvert, c'est vraiment... c'est lorsqu'on se met, je veux dire, un peu plus haut, et qu'on décide de faire une création en mélangeant tous les styles qu'on veut à notre façon, pour que ça puisse donner quelque chose signé par vous, si je peux dire ça comme ça. Ok, d'accord. C'est une identité. Oui, en danse de création, vous faites vraiment un travail qui est votre identité. La danse va souvent avec la musique. Lorsque vous faites comme ça des danses de création, quelle est la musique qui vous inspire le plus, sur laquelle vous lâchez? Alors moi, je suis plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la world music. Parce que c'est une musique, je ne dis pas que les autres ne sont pas des musiques de recherche, mais pour moi, quand même, world music, c'est vraiment une musique de recherche quand même approfondie parce qu'on a des mélanges de rythmes traditionnels africains, des rythmes traditionnels, je veux dire, asiatiques, etc., qui sont vraiment en pleine symbiose dans une recherche et ce genre de musique m'inspire beaucoup. Il faut dire que vous avez parcouru aussi un peu le monde, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Justement, le Sénégal, parlez-nous de l'école de sable. Il y a une école par laquelle vous êtes passé également. Oui. Alors, l'école des sables, c'est ma première formation professionnelle. J'ai fait 3 mois là-bas. C'est situé dans un village qui s'appelle Touba Bialao, donc au Sénégal. Et pour moi, c'est quand même l'un des plus grands centres, sinon peut-être le plus grand centre de danse en Afrique. Ça a été une belle rencontre, C'était une très belle expérience. Nous étions 45 stagiaires, voilà, de pays différents d'Afrique, avec une brésilienne, donc hors Afrique. Et c'était vraiment un gros échange parce que chaque samedi, on avait ce qu'on appelle le samedi de l'échange, c'est-à-dire chaque samedi, on choisissait 2 pays, par exemple, ou 3 pays, qui doivent nous montrer la danse traditionnelle de chez eux. Est-ce que ce n'est pas la particularité de cette école, justement, apporter quelque chose de son pays à travers sa danse? C'est ça, c'est ça. Et c'était super bien parce que en étant au Sénégal, j'ai appris à danser des danses de l'Ouganda, danses de l'Éthiopie, voilà. Vous êtes allé au Cameroun d'ailleurs, et au Mali. Oui. Danse du Burkina Faso. En étant au Sénégal, c'était vraiment une grosse formation et qui m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a encore motivée à continuer. Est-ce qu'il y a des gens... Oui. Mireille, je te volais un tout petit peu la vedette, demander à notre invité, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont influencé, qui vous ont accompagné, qui ont fait aujourd'hui que vous dites non, moi j'y vais, je fonce, la danse, à partir de maintenant, c'est mon truc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je vais en faire mon métier, je vais y aller. Il y a des gens qui ont été beaucoup pour vous, qui sont... Alors, pour avoir décidé d'être danseuse professionnelle, c'était une décision personnelle. C'était moi, voilà, parce que
des gens me disaient, oui, tu danses bien. On m'encourageait, mais on ne m'encourageait pas à devenir danseuse professionnelle. À danser, ok, tu danses, et puis bon, après ils se disent que voilà, ça s'arrête là, tu vas être, je sais pas, comptable quelque part, voilà. Donc, vraiment, la décision de devenir danseuse professionnelle était personnelle. Maintenant, quand je suis devenue danseuse professionnelle, bien sûr, il y a des personnes qui étaient là, comme par exemple mon mentor, Arnaud Dumba, que je salue au passage, qui m'ont vraiment beaucoup motivée, aidée aussi. C'était vraiment une grande expérience. Et quand j'ai commencé aussi, j'ai travaillé avec Latif Ogoula pendant, on a reçu sur ce plateau. Voilà, de 2013 à 2016. Il était mon manager, on a travaillé ensemble. Très bien. Et voilà, il y a aussi d'autres personnes que je peux pas citer tout le monde aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont vraiment motivée. Ma mère aussi. Voilà. Alors Gaëlle Condat, parlez-nous un tout petit peu avant de terminer cette émission de Corps à Corps. Corps à Corps. Corps à Corps Studio. Je crois que c'est une danse ou non? Le corps à corps. Ah pardon, parce que en fait je travaille aussi avec le studio corps à corps. Je crois que j'ai regardé sur les réseaux sociaux une en fait, ce que vous avez vu, c'était le solo que j'ai fait pour l'école de danse corps à corps, le studio de danse corps à corps de Nathalie Moulin. D'accord. Et le thème du spectacle de fin d'année était État d'art. État d'art, voilà. c'est ça. Et donc, du coup, Nathalie Moulin, qui est la directrice de l'école, m'a commandé ce spectacle, m'a demandé de faire ce spectacle. Et où je devais être toute peinte comme une statue de marbre. Oui, j'ai et vu voilà, ces images. Et exprimer un peu mon côté gracieux, je vais dire ça comme ça, et aussi africain et aussi de moderne jazz mélangé. Voilà, Mireille, d'autres questions? Je crois qu'on va une autre invitée. Mais peut-être nous faire quelque chose. Nous, on est là, on essaie d'imaginer quelque chose. Je sais pas, peut-être elle va nous dire non, là, je suis pas prête. Non, c'est même pas ça. Je me suis pas encore bien levée. C'est le matin. C'est ça. Mais vraiment, ça a été vraiment un honneur de vous recevoir ce matin. On entend beaucoup parler de Gaëlle Condat un peu partout. Je crois que vous avez été aussi en fusion avec une autre danseuse. À un moment donné, on vous confondait, on ne sait plus qui était qui. C'est la compagnie Solic, avec Maureen qui est depuis 2014, qui vit aux États-Unis. Oui. Donc on était, il y avait plusieurs filles dans la compagnie Solic. Après, tout le monde ne veut pas forcément faire de la danse sa profession. Donc du coup, après avoir eu leur bac, elles sont parties dans des pays différents et tout. Et puis, elles font autre chose. On est toujours en contact. Ouais. Elles font toujours partir de la compagnie, mais elles ne dansent plus. Mais on est toujours une famille. Donc les deux qui ont continué la danse, c'est Maureen et moi. Donc Maureen, elle est à Washington DC. Nous sommes le 25 mai, la Journée internationale de l'Afrique. Est-ce que pouvez-vous nous dire sur la danse africaine aujourd'hui, votre regard sur la danse africaine? Sur la danse africaine. Oui. Est-ce que c'est exporté? Est-ce que vous l'avez là où vous passez partout en Europe ou en Afrique? Est-ce que vous apportez un plus à la danse africaine aujourd'hui? Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement, quelque chose? Un changement, je ne sais pas ce qu'il faut réellement dire. On voit des artistes américains qui copient beaucoup nos danses. Oui. Un changement, je ne sais pas, mais une évolution, je vais dire oui. Parce qu'en Afrique, on crée tous les jours. On est toujours en perpétuel. Continent de la création. Exactement. Il y a des danses urbaines qui se créent tous les jours. Ici, on avait le bolo, le jazzé, on a l'ancham aujourd'hui. Après, j'entends parler de décaler, non pas couper, décaler, mais décaler, je ne sais plus quoi. Quelque chose comme ça. Il y a le scanner, il y a ceci, cela. Donc moi, je trouve que c'est une danse vraiment qui évolue. C'est des danses qui évoluent tous les jours. Et la danse africaine, j'aime pas trop employer ce terme de danse africaine. Forcément, j'aime dire, peut-être parce que je suis un peu trop plongée dans la création. Et pour moi, c'est toujours un mélange de tout. Et que le fait d'être danseuse professionnelle et danseuse de création, danse contemporaine, on a souvent tendance à nous dire « Oui, vous êtes danseuse, vous faites de la danse contemporaine africaine. » J'aime pas entendre ce terme-là, parce que si on fait de la danse contemporaine, on fait de la danse contemporaine. Après, si je viens d'Afrique, c'est normal qu'il y ait des couleurs d'Afrique dedans. Donc du coup, ce terme-là me gêne souvent. Mais je trouve qu'il y a il y a vraiment une évolution dans la danse africaine. Bien sûr, les Américains même
On aurait souhaité vous garder tout au long de cette émission, mais voilà, on arrive au terme de la matinale. Merci beaucoup Gaëlle Ikonda d'avoir partagé votre expérience avec nous, et merci à tous nos invités qui étaient là ce matin pour nous accompagner tout au long de cette émission. Mireille, on va dire au revoir. On a déjà bousillé notre temps, on a grignoté notre temps, mais on va quand même dire au revoir rapidement. Stéphane? Pour moi, mais bon. Bon week-end à tous. Non, on va juste dire bon week-end à tout le monde. On a passé une agréable semaine avec Mimi qui n'arrêtait pas de m'emmerder, mais c'est pas grave. Voilà. C'est toi qui nous taquine tout le temps. Et voilà, la semaine prochaine, comme toutes les semaines, on va rester avec vous, on va vous donner, on va vous apporter que du bonheur. Toujours, voilà. comme chaque matin. Allez Mireille, on se dit à lundi avec toi. Oui, à lundi pour une nouvelle semaine pleine de bonheur et passer un excellent week-end. On était là avec Gaëlle Ikonda ce matin, merci. Merci à vous. Bon, à la prochaine, vous venez quand vous voulez. Hein. Ça marche. Allez, passez un agréable week-end et on se retrouve lundi en compagnie de Myrène Zoubou cette fois. Allez, à bientôt.